Épisode 1, podcast, c'est Épisode numéro 1, let's go. Fait que non, man, comme je t'ai dit, j'ai rencontré un couple à travers, dans la fois, ils m'ont contacté parce qu'ils voulaient déléguer un immeuble en gestion. C'est comme un duplex, c'est 2 maisons. Et là, il y en a un qu'on fait pour l'instant, puis à date, ça va bien, mais je pensais pas que ça allait se louer autant, mais ça va bien, mais ils sont satisfaits, ils sont contents. Puis là, ils sont en train de les transformer un autre pour qu'on le transforme en Airbnb également. C'est pour cet été. Puis c'est quand même une grosse maison, peut-être 10-12 places. Fait que c'est cool, nice. Les autres, ils ont le saunage. C'est où ça? Dans quel? C'est dans le coin de Beauport. Ok. Ils ont comme tout fait les changements, la dérogation, changement de saunage, Ouais. conseil municipal, etc. C'est-tu compliqué ça, la dérogation? Genre comment ça se passe? Tu sais-tu? C'est par quoi? Genre, c'est quoi les étapes qu'il faut faire pour switcher? Genre, puis... dans le fond, il faut que tu fasses une demande pour changer ton zonage. Fait que, si c'est résidentiel, mais tu veux le changer à commercial. Par la suite, et je pense qu'il faut que tu envoies beaucoup de documentation et ensuite ça passe au conseil municipal. Et fait que mettons les résidents du quartier, ils peuvent dire oui, non, c'est comme public puis tout le monde peut participer. Ok, ouais. Fait que c'est quand même long là. Ouais, c'est long, puis c'est cher, c'est peut-être 10 000 $, je pense. Ok. Et qu'il faut que tu sois sûr de ton coût, là. Ouais. Mais une fois que tu as ça, tu peux avoir ton zonage pour faire la location à court terme. Ou si tu veux ouvrir un restaurant, un bar, ce que tu veux. C'est ça. Parce que si tu fais pas ça, tu pourras pas avoir un permis CTQ, genre long terme, c'est comme impossible. Là. À moins d'avoir résidence principale. Tu peux avoir la résidence principale, mais pas. Et c'est là qui te permet de faire la résidence touristique. Ouais, c'est ça. Mais aux autres, ce qui est arrivé, c'est que là, à Star, dans une des maisons, ils ont des locataires. Fait que c'est ça, ils essaient de s'organiser avec eux. Ouais, c'est ça. Ils ont quitté dans le fond. Ouais, c'est ça, ils ont quitté, ils avaient des locataires, fait que là, il faut finir, rénover, meubler ça, mais puis ils veulent se lancer là-dedans, puis en même temps, eux autres, c'est comme des prêteurs privés un peu. Ah ouais. Puis ils ont un client qui a arrêté de payer, puis lui, il détenait quand même, on va dire, 16 logements, des immeubles différents. Puis ils sont en train de tout vendre. Puis avec ces cash-là qui rentrent, ils veulent acheter des Airbnb. Fait que là, on va aller visiter ça, on va aller voir qu'est-ce qu'il y en a, c'est quoi les projets possibles et tout, là, mais... Ouais, parce qu'ils faisaient genre des prêts privés à un gars en particulier qui, lui, achetait des immeubles. Ouais, c'est ça, c'était leur associé. Finalement... Là, ils payent plus, fait que là, ils ont tous repris les immeubles. Là, il est liquide. Exactement, il est liquide, puis là, ils veulent pas garder ça, ils liquident tout. Puis il y en a qui ont commencé à se vendre, il y en a d'autres c'est plus long un peu, mais avec ça, ils veulent vraiment grandir les parcs immobiliers locatifs court terme parce qu'avec ceux-là qui ont déjà avec nous, ils voient que ça fonctionne bien, puis ils aiment ça. Puis mettons, avant c'est eux autres qui s'en occupaient. Et là, ils ont délégué ça, puis là, si on l'a payé, plus de l'argent qui rentre, fait qu'ils sont satisfaits. Là. Ouais, parce que c'est ça le gros avantage de déléguer. Souvent, t'as la paix d'esprit. Mais aussi, je pense que t'es capable d'aller quand même maximiser les revenus de la personne. En plus, fait qu'en bout de ligne, genre, elle fait la même argent, mais elle a pas de gestion. Ou un peu moins d'argent, mais comme... tu vas faire un peu moins d'argent, tout dépendamment si, par exemple, tu louais très bas la nuit ou il y a des périodes que tu louais pas. Fait que, si nous, on vient puis on a les équipes nécessaires pour faire, on loue ça à fond, puis... parce qu'on a les équipes pour tout faire et à toutes les nuits, même si c'est une nuit même si c'est 7 fois par semaine. Là. Tu y vas autant qu'il faut pour maximiser les revenus. Là. Fait que nous, on a les équipes, on a les services, on a tout pour fournir ça. Fait que c'est sûr que si toi tu fermais ton dimanche parce que ça te tentait pas nécessairement d'aller faire les ménages ou des trucs de même, ou tu pouvais pas parce que t'étais pas en ville, nous on va le faire, on va s'en occuper de tout. Là. Fait que c'est sûr que normalement, tu gagnes un peu moins d'argent, mais tu as moins des tâches à faire. Là, les autres, ils ont la paix, ils ont personne qui va les appeler le samedi soir ou pendant qu'ils sont en souper fondu pour la clé est pas là ou des trucs de même. C'est comme... on dirait que je vois ça un peu comme en 2 étapes. Là. Souvent, le monde commence. Quand ils commencent, ils font la gestion eux-mêmes. Puis genre, ils aiment ça un peu. Puis comme... C'est le fun de s'impliquer au début, mais là, à un moment donné, tu réalises que comme
c'est beaucoup, puis genre, c'est beaucoup de pression mentale, puis là, je sais pas, toi, tes clients, c'est quand que t'es pognes, genre, c'est-tu comme la personne, genre, elle hésite entre vendre ou le mettre en gestion, ou est juste comme, je veux plus de temps, puis genre, je veux, tu sais, ça ressemble à quoi, genre, c'est... Ben, tu sais, je te dirais qu'on a une clientèle quand même variée, là. Il y en a qui c'est des entrepreneurs, qui, dans le fond, ils sont déjà à côté avec leur propre business à eux. Et fait que disons que les peu de temps qu'il leur reste, ben, c'est soit pour faire autre chose ou être en famille ou peu importe. Fait qu'ils veulent se lancer là-dedans, mais ils veulent pas nécessairement s'en occuper à 100%. Mais ils aiment ça quand même parce que bon, on va pas se le cacher, ça rapporte quand même au meilleur cash flow qu'avoir des locataires long terme. Là. Fait que aux autres, on a du monde comme ça, sinon on a des couples aussi, mais comme tu vois, c'est des couples entrepreneurs également. Sinon, c'est ça, mais c'est une clientèle très variée. C'est du monde qui veulent être dans ces créneaux-là, essayer l'Airbnb, mais pas nécessairement devoir s'en occuper en tout temps. Ouais. Il y en a pour lesquels on fait ces déménages avant, puis que finalement, mettons, c'est devenu un peu trop, que tu voyais, mettons, qu'il y avait un lac des communications, fait que là, le reviews, ben, il commençait à descendre un peu. Fait que nous, on a repris ça, puis ça a amélioré énormément. Il y en a qui ont commencé avec des logements aussi, un peu, on va dire, très normal, c'est ça, désuet, puis avec les années, ça leur a permis de rénover ces logements-là, faire des améliorations afin qu'on puisse augmenter le chiffre d'affaires également. Fait que non, on a quand même une clientèle très variée, là, je te dirais. Ben, dans le fond, tout le monde, je pense que tout le monde qui a à partir du moment que quelqu'un a un logement comme en courte durée, il peut bénéficier de ce service-là. Puis exactement, ouais. Après, c'est comme tu dis, plus tu as genre d'autres occupations, plus tu vas avoir besoin d'une gestion, puis de venir déléguer ça. Là. Ouais. C'est comme moi au début je faisais mes ménages, je faisais mes ménages moi-même, puis là, à un moment donné, t'as comme plus le temps, là, surtout, je pense que les ménages, c'est comme la plus grosse partie, là, ou presque, c'est une énorme partie, oui, parce que ça risque que quand le client il arrive, ben, il faut que ça soit propre, et il faut pas qu'il manque de rien, il faut que ça soit parfait, quoi. C'est l'image de ton condo. C'est la première impression. Exactement. Il a vu les photos, il a vu les reviews, il a réservé, là il arrive, bouf, il faut que ça soit pareil de ce qu'il a vu, ou meilleur. Donc ça reste que le ménage, c'est quand même une énorme partie. Ben oui. C'est carrément 50% ou plus aussi, là, qu'il faut que ça soit parfait. Là. En termes de genre 50% de ta note, mettons de ton évaluation globale à la fin, tu penses que ça a une importance de 50% par rapport à comme l'allure du logement et tout le reste? Moi, je te dirais que oui, là, parce que je veux dire, t'arrives dans un logement, puis écoute, finalement, je sais pas, il est plus crasse de ce que t'as vu sur les photos, ou peu importe. C'est ça qui fait en sorte que même si t'as eu une bonne communication, même si le prix était peut-être pas cher ou whatever, et moi, je trouve que la note finale, ils évaluent avec ça. Genre, c'est clair. Après, tu peux offrir un service à la clientèle extraordinaire. Ça risque pourquoi ils te laissent une 4 étoiles ou une 3 étoiles au lieu de, mettons, une 5 étoiles. C'est sûrement un irritant quelconque dans le logement quand il est arrivé. Il n'aimait pas, comme, je sais pas, il y avait du froid qui rentrait par la fenêtre ou il a trouvé une poêle, peu importe. Il est arrivé de quoi, là, c'est ça. Ouais, c'est vrai que c'est comme... Le ménage, on dirait, si c'est propre, tu pars à zéro. Dans le sens, tu pars à où est-ce qu'il faut. Si c'est pas propre, tu pars à moins beaucoup, puis ça va être très tough de remonter ça. Si la personne rentre, puis comme tu dis, c'est sale, déjà là, peu importe ce que tu vas faire, t'as beau l'appeler, il donner une bouteille de vin, peu importe, ça va être tough d'avoir une note parfaite. Hein. Exact, puis aussi, peu importe ce que tu vas faire, je trouve qu'il y en a qui, quand ils arrivent, puis c'est pas à leur goût, c'est pas, je sais pas, le ménage, il y avait ici qui les a irrités, ils partent déjà comme leur mindset, ils switchent. Fait que peu importe ce que tu vas offrir, peu importe ce que tu vas faire, c'est fini. Mais s'ils appellent Airbnb... La confiance est brisée. Exactement. Ouais, c'est clair. Fait que c'est pour ça le ménage, c'est quand même une énorme partie. Ça te prend quand même du monde fiable qui savent faire du ménage. Moi aussi, j'en fais, puis j'en ai fait pendant des années des ménages, mais comme tu dis, à un moment donné, c'est quoi, selon toi,
c'est quoi comme l'endroit la plus importante dans un logement qui doit être absolument propre, puis genre, si ça c'est pas propre, c'est sûr que tu te fais comme. C'est sûr que t'as de mauvaises notes. Ben, personnellement, je pense qu'il y a 3 places, là. Cuisine, salle de bain, puis lit. Ouais. Fait que si t'arrives puis il y a quelque chose dans, je sais pas, la salle de bain ou dans le lit ou dans la cuisine, je trouve que là, les gens, ils sont finis, quoi. Ils switchent. Surtout quoi. le lit, hein, je pense. Le lit, c'est comme. Ben, c'est juste que le lit, c'est compliqué, c'est très aussi parce que peut-être tu peux laver tes draps, les sécher, passer le rouleau, tout ce que tu veux. Ouais. Et après, même tu perds une cils, un cheveu, peu importe, là. Puis Ouais. ça arrive, là. Puis là, je veux dire, c'est pas que t'as pas vu une poêle ou quoi que ce soit, mais il y a des draps qui c'est plus statique que d'autres. Il y a tellement de facteurs qui. T'as pas le contrôle sur tout, là. Non, c'est ça. Ouais. Des fois, t'as mis le couvre-lit est propre, mais il y avait quelque chose qui est resté collé dessus, t'as pas vu, c'est comme compliqué un peu des fois, là, mais ça arrive, là, qu'il y en a qui ils ont un poil sur le lit, mais même si ça sent les savons, puis tout, il est mal propre et je m'en vais, tu sais. Ouais. C'est normal, là, tu sais. Ouais, parce que t'as beaucoup comme. T'as pas de contrôle sur le profil du voyageur aussi. T'en as que. Aussitôt qu'il y a quelque chose, ils seront pas contents puis ils vont chialer. T'en as d'autres, t'es un peu comme toi ou moi, sûrement, on serait compréhensif. Si on voit un poil, mais qu'on sait que c'est propre, que ça a été cleané, ben on va dire ok, je comprends, ça peut arriver. Ouais, c'est t'en as que ça peut pas arriver, ça passe pas. Non, ça peut arriver, puis aussi, ben, je veux dire, on a tous déjà été dans un hôtel c'est plus sale, là, tu sais, quand même. Le couvre-lit, il change pas, Ouais. Des choses comme ça, mais je trouve que le clean-up dans un Airbnb il est plus poussé encore que dans les hôtels, mais malgré tout, ça, depuis un certain temps, je trouve que c'est surtout post-Covid, là, mais je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui ont appris à te menacer avec des mauvais commentaires pour que tu fasses un travail, pour que je vais te laisser un mauvais review, fait que les remboursements ont parti, ou tu fais un peu de l'argent avec ça, là. Ouais, parce que il y a du monde, tu sais, genre, il y a peut-être du monde qui écoute, qui ont jamais été confrontés à ça, mais t'as du monde des fois qui ils vont te menacer pour demander un remboursement, même si au final c'est pas un problème comme si important, mais ils savent que en menaçant puis en faisant quelque chose, ils sont capables d'aller avoir un remboursement. Là. Exactement, ben, tu le vois sur les réseaux sociaux des fois, dans les posts, justement, dans les groupes Airbnb, que les gens ils paniquent parce qu'ils ont eu un mauvais commentaire. C'est correct, comment tu veux que ça soit parfait, mais c'est un business où c'est très difficilement. Ça va jamais être parfait. Non. C'est très difficile que ça soit parfait. Puis, à un moment donné, il faut en prendre et en laisser. Comme. Le lâcher prise. Exactement. Faut t'apprennes à. Comme... peu importe l'effort que tu vas mettre, peu importe à quel point c'est propre, peu importe si c'est toi qui as fait le ménage, ou ton mari, ou ta femme, ou peu importe. Il y a quelqu'un qui trouve quelque chose qui lui satisfait pas, puis il va te laisser une mauvaise note, ou peu importe, ou pas un 5 étoiles, mettons. Fait que, il y en a qui ont peur des mauvais commentaires. Puis c'est correct, tout le monde a le droit, mais je trouve que ça l'a donné une arme quand même puissante aux voyageurs, parce qu'ils savent que, mettons, on va dire, Ginette, qui veut pas avoir un mauvais review, elle va avoir peur de ça. Elle est prête à tout pour avoir la bonne review, elle va rembourser 1000$ s'il faut pour... Fait que je trouve que ça, c'est dangereux un peu, là, parce que il y en a qui s'essayent vraiment avec ça, là. Puis toi, par ton expérience, est-ce que Airbnb est plus du côté des hôtes ou genre des voyageurs dans ce temps-là? Est-ce qu'ils vont plus comme toujours rembourser le voyageur ou est-ce qu'ils vont être plus de ton côté? Ou comment il faut procéder pour... moi, je te dirais que dans l'école, mettons, de réclamation que j'ai eu et tout, ça a toujours été... C'est comme une négociation, en fait. Et c'est juste que c'est tout dépendamment sur l'agent, sur qui tu tombes. Et lui, il peut vraiment vouloir t'aider, comme il peut vraiment juste rien foutre de toi, là. Fait que je te dirais que dans mon expérience, ça a été beaucoup plus côté voyageur. Les remboursements. Attends, je te donne un exemple. À un moment donné, il y a un gars qui est arrivé. C'est un Américain, il est arrivé là. Je pense que quand il a loué, lui, il pensait que c'était dans le Vieux-Québec, ou vraiment à côté du Vieux-Québec. Puis c'était pas du tout dans le secteur. Il a checké sur la map, genre, puis il pensait que... Fait que lui est arrivé, puis là, la seule excuse qu'il a trouvée
pour faire un plan, c'est que la cuisinière, il y avait 2 ronds qui ne fonctionnaient pas. Mais les ronds, ils fonctionnaient, c'est juste que c'est très facile de venir démarcher la plug, puis c'est tout, là. Ouais. Puis le gars, il a envoyé ça comme preuve, puis écoute, ils l'ont remboursé tout son séjour. Je pense que c'était plus de 1000$, un truc de même. Puis il a quand même resté une nuit parce qu'il s'est dit, tu sais, j'ai nulle place où aller. Ouais. Puis après, il est parti. Mais moi, je suis allé, j'ai regardé les ronds, j'ai envoyé des vidéos, man, des preuves qui est tout chauffé. J'ai mis à bouillir de l'eau avec la date, l'heure, tout. Et j'ai tout envoyé ça à Airbnb, vous autres, ils ont dit, case close, c'est tout. Ça passe pas. Ça passe pas, on s'en fout de toi. Souvent, j'ai l'impression que quand ils prennent une décision, là, ils vont pas revenir dessus. Ça va être très rare, je pense, qu'un coup qu'ils ont comme décidé de quoi, qu'ils vont... j'ai l'impression, là. Ben, comme je t'ai dit, je pense que ça dépend vraiment de la personne. Il y en a qui c'est ça, il y en a avec qui on a fait des appels, et back and forth, puis finalement, écoute, je comprends, c'est bon, on va pas rembourser le client, des trucs de même. Je t'ai dit, ça arrive pas tout le temps. Je pense que ça arrive quand on a, disons, quand ça commence mal, les voyages du client. Quand les voyages du client, ils commencent avec des irritants parce que peu importe quoi, là. C'est là que t'es pogné dans des situations de même où que les gens ils s'essayent de hey, je veux quitter, rembourse-moi. Puis qu'après, c'est comme une décision à prendre aussi. Là, comme, est-ce que tu veux négocier ou peut-être gagner quelque chose ou pas, ou avoir la paix puis te coucher tranquille. Là. Est-ce que, selon toi, mettons je veux acheter un condo Airbnb puis je fais mes calculs de projection, je veux savoir si c'est rentable. Est-ce que je devrais comme calculer qu'au cours de mon année, il va y avoir des remboursements que je vais devoir faire. Puis, est-ce que toi, tu as comme une section que tu te dis, OK, il y a au moins 1000$ dans l'année que ça se peut, genre, c'est comme un imprévu, ça se peut que je doive le retourner. Puis, ben, tu vois, j'ai jamais pensé à ça. J'ai jamais pensé à ça de même. Je viens de penser à ça subitement, je me dis, crème. Non, je pense pas, là, parce que honnêtement, je pense pas qu'il faut que tu tiennes ça en compte de ton calcul, dans ton calcul, parce que ça arrive, mais c'est pas quelque chose qui arrive ultra souvent, là, si t'as une bonne gestion, si c'est bien géré, puis si t'as une bonne méthode, j'ai l'impression que ça arrive pas souvent, puis je pense que si tu sais comment t'y prendre avec le support Airbnb, tu sais comment, je pense souvent, eux, ce qu'ils apprécient Airbnb, c'est que tu vas pas être dans la confrontation. Genre. Parce que tout ce qui est écrit dans l'application Airbnb peut être retenu comme toi. C'est comme peu importe ce que tu fais dans la vie, tout ce qui est écrit peut être retenu contre toi. Puis ça, c'est la même chose. Eux, ils vont voir, comment il a répondu, comment il s'est comporté face au client, est-ce que c'est un bon hôte, est-ce qu'il y a des bons commentaires. Puis basé là-dessus, ils vont dire, OK, c'est qui a raison entre les deux. Je pense aussi que la réaction qui est tout de suite à l'événement qui arrive, ça change beaucoup aussi. Les mindset du client, parce que mettons, on revient sur l'exemple du ménage, je sais pas, t'as oublié un ménage, ou les draps il est sale, ou t'as oublié du papier toilette, peu importe là. Mais si dans les prochains 30 minutes, t'as quelqu'un qui arrive avec les stocks, puis mettons, il te switch tout. Je pense que là, il est comme, merci beaucoup, c'est du bon service à la clientèle. Fait que là, son séjour, oui, ok, il a mal commencé. Peut-être qu'il m'a plainte ou mon. Il va le mentionner dans le review, c'est sûr. C'est ça. Mais peut-être qu'il appellera pas Airbnb pour se faire rembourser, pour devoir se trouver autre chose. Puis, tu comprends ce que je veux dire? Fait que je pense aussi que la réaction qui est taille, puis dans le temps aussi, là, si c'est rapide, je pense que c'est comme un feu, là, genre ça grince pas partout, puis tout coupe ça là, genre. Mais c'est ça, je pense. C'est comme une business au final. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui embarque dans Airbnb, puis c'est comme leur première expérience de genre gérer une clientèle, puis gérer les attentes de quelqu'un, puis savoir qu'est-ce que je fais avec ça. Fait que souvent ils paniquent un peu, puis ils prennent ça personnel. Puis c'est exactement là. Il faut vraiment pas prendre ça personnel là. Il faut. Comment t'as dit, il faut en prendre... Lâcher prise. Ouais, c'est ça, lâcher prise, là, puis il faut vraiment pas que ça te nuit à ton sommeil le soir, là, parce que sinon tu vas vivre fou, là. Mais, tu peux pas plaire à tout le monde, là, puis ton logement, il peut pas plaire à tout le monde non plus, là. Fait qu'à un moment donné, c'est comme, oui, tu peux essayer d'envoyer 15 messages pour qu'il te laisse une 5 étoiles, mais si la personne en trouve que ça vaut pas une 5 étoiles,
c'est son choix, c'est son choix personnel. Ouais. Mais non, man, je trouve aussi qu'il y a beaucoup de gens qui te vendent les Airbnb un peu comme les locations à court terme, comme achète-toi un chalet et tu vas faire de l'argent, c'est facile, tu mets ça sur des applications, ça se loue, t'as rien à faire. Il y en a beaucoup je trouve, qui font ça, peut-être pas aussi extrême, là, mais je trouve qu'il y en a beaucoup qui te donnent cette impression-là. Mais c'est pas vrai, là, tu sais, comme... Ouais, parce que t'as beaucoup de... Je pense souvent ce que le monde réalise pas, c'est que t'as beaucoup de dépenses d'opération. Beaucoup plus que... Oui, t'as des gros revenus, mais t'as des grosses dépenses d'opération. Mettons qu'on se penche sur les dépenses d'opération. C'est quoi les dépenses les plus importantes? C'est quoi les plus grosses catégories de dépenses qu'il faut surtout pas oublier? Mettons que tu calcules genre ton rendement. Je te disais que les plus grosses dépenses, de un, l'hypothèque. Et deux, les taxes, parce que les taxes, c'est... Une taxe municipale? Ouais, les taxes municipales, quand t'es Airbnb et CITQ, ça augmente. C'est un gros pourcentage. C'est un gros pourcentage qui vient chercher. Je pense que c'est 3,6% de la valeur municipale. Exactement. Quelque chose de même. Fait que c'est quand même énorme. Après ça, je te dirais que t'as la taxe aussi, TPS, TVQ, tout dépendamment sur l'application que tu loues aussi, la taxe d'hébergement. Ouais. Et fait que oui, mettons que tu prends ton revenu brut, là, c'est beau, c'est le fun d'avoir de Airbnb, j'en vous dis, là, mais quand tu dilues tout ça, des fois, tout dépendamment au prix que tu as payé, ça se peut que ça soit pas si rentable que ça. Là. Exact. Mais en même temps, c'est un investissement où ce qui est sûrement dans les prochaines 5 à 10 ans, ça va être plus rentable, là. Ça va être rentable, puis peut-être que tu vas commencer à avoir du cash, là, de la liquidité, mais ça se peut que non. Je veux dire, si ton frigo il lâche et ta thermopompe et ils ont cassé ton sofa qui arrive, les sofas lits, là, des fois les gens ils brisent. Mais là, il faut lui t'en acheter tout neuf, ça t'a coûté 1000-2000 piastres. Mais si ton profit à la fin de l'année c'était 5000, ben t'as déjà mangé la moitié de ton profit. Là, Fait que c'est ces dépenses-là, même, je te dirais hypothèque, taxe, hypothèque, taxe, puis après ça les taxes, c'est les taxes de vente. Sinon, les ménages. Les ménages, Les ménages aussi, là, mais ce qui est le fun avec les ménages, c'est que bon, toi tu cherches ça à ton client. Fait que c'est comme un argent qui rentre mais qui sort. Fait que tu la vois pas vraiment. Là, fait c'est sûr que de plus en plus les ménages ils coûtent cher aussi. Tu vois de la main-d'œuvre fiable puis qui fasse un bon travail, c'est difficile, mais non, tu sais, je pense que c'est ces 4 items-là, même, que je te dirais, c'est les plus importants à tenir en compte. Sinon, toi, t'en penses quoi? Je pense que c'est ça que j'aurais dit aussi, là. Hypothèque, les taxes, qui sont une grosse partie, ménage, puis, comme tu dis, l'aspect entretien, genre tout ce qui est meuble, puis veux pas ton logement, il s'use un peu plus, avec un va-et-vient constant, puis... quand t'as tout le temps du monde, fait que ça c'est à prendre en compte aussi dans ton investissement. Genre, il va falloir t'ailles apporter des modifications un peu plus souvent, puis des ampoules, mettons, si tu loues long terme, l'ampoule brûle, bon c'est pas cher, mais c'est pas toi souvent ça va être ton locataire, il va l'acheter, il va la changer. Là c'est toi, il faut que tu changes tout ça, puis t'as un peu plus de gestion à ce niveau-là. Puis ça dépend aussi quel type de propriétaire tu es, puis quel type de host tu es aussi. Là, il y en a qui ils partent avec une base, puis c'est ça qu'il y a là, puis ils roulent ça, tu vois, 1 an, 2 ans, même si le sofa il case, ils laissent là, ils achètent une matelas gonflable, puis on fait avec. Là. Tant que les reviews descendent pas en bas de quelque chose, ça roule. T'en as d'autres qui sont là tout le temps, qui à chaque semaine ils vont voir comment je peux améliorer ça, je vais ajouter ci, je vais acheter ça. Puis c'est correct, c'est prendre soin de ton bien immobilier aussi. Mais c'est sûr qu'à force de faire ça, tout ton profit, il se dilue de plus en plus. Là. En plus de tout le temps si tu calcules ton temps d'y aller, ton déplacement, le temps que tu passes là. Je te dirais, une personne qui commencerait avec un Airbnb, pour l'essayer, pour que ça soit rentable pour eux, puis il faut vraiment payer un bon prix, c'est qui est de plus en plus difficile. Les financements aussi est très difficile, la mise de fonds, des fois ils en demandent énormément, beaucoup plus que 20% ou t'es en bas de ça.
Puis ben l'essayer eux-mêmes, c'est quand même, ça leur donne une idée de c'est quoi le travail, de c'est quoi qu'il faut faire. Puis même faire des ménages, je te dirais que c'est... Ouais, c'est formateur. C'est formateur, ouais. Parce qu'après, quand tu vas déléguer ça à quelqu'un d'autre, tu vas comprendre c'est quoi l'enjeu, c'est quoi la game. Exact, ouais. Puis t'es comme, ok, c'est bon, s'il arrive quoi que ce soit, ben, ça se peut que ça soit le client qui est comme un peu plus difficile, ou ça se peut que l'équipe il a oublié ça, ou peu importe. Fait que je trouve que, même si c'est aller un samedi ou un dimanche, peu importe, là, mais l'essayer toi-même, des fois, ça te permet de comprendre. Tu comprends ton logement, puis t'as une meilleure compréhension du ménage, justement. Exactement, qu'est-ce que le ménager va avoir à faire, puis si on revient, mettons, sur l'aspect rendement, selon de ce que tu as vu, ça ressemble à quoi un rendement moyen en location courte durée? Là? Mettons qu'on regarde pour les condos et pour les chalets. Mettons condo en premier, un rendement moyen, ça ressemble à quoi? Tu dis un rendement... Genre un rendement, mettons qu'on calcule ce qui reste à la fin du mois, plus la capitalisation. Donc, le remboursement d'hypothèque. Mettons, rendement multifactoriel. De quoi ça a l'air environ, condo, puis chalet, de quoi ça a l'air ces deux aspects-là, mettons? Honnêtement, je pense que la première question à se poser, c'est quoi ton prix payé au départ? C'est là que tout se passe, dans le fond. C'est ça, c'est là à l'achat. Ouais. T'es comme dans les multilogements ou dans peu importe quoi. Si t'as payé un bon prix à l'achat, tu peux vraiment faire du bon rendement. Si t'as payé, mettons, tu sais, je te donne un exemple, moi j'ai acheté un chalet avec des associés et nous on l'a acheté avant toutes les booms des chalets, etc. Et on a payé plus ou moins 250 000 $. Un chalet, 10 places à coucher. Et c'est dans quel secteur? C'est dans Lanaudière. Lanaudière en plus? C'est bon. Fait que nous, on est allé un peu plus loin que Québec, là, qui est, mettons, Ville de Québec et compagnie. Là. Ouais. Mais on est 5 associés, il y en a qui habitent plus dans ces coins-là, puis c'est la proximité avec Montréal aussi qui fait qu'on a une clientèle qui vient de Montréal beaucoup. Là. Mais à 250 000, nous, dans notre première année d'exploitation, on a fait 70 000 $, puis on était rentable. Ouais. Même en achetant des meubles, même en fournissant un spa, en faisant tout avec les taux d'intérêt qu'on a signés, avec les prix qu'on a payés pour le chalet, puis la mise de fonds qu'on a mis, on rentrait dans notre argent et il nous en restait un surplus. C'est sûr que là, c'était l'année 2021, donc il y avait beaucoup de locations de chalet. Oui. Fait que de la semaine comme la fin de semaine, du télétravail, fait que ça roulait énormément. Et je te dirais, la deuxième année, ça a été pas si pire, mais on a eu 20 000 $ de moins en revenus. Ah ouais, t'as ça l'a droppé. Là. Et genre 2020, 2021? Non, on a acheté en 2020. 2020, fait que l'année 2020-2021... 70 000. 70 000 ou 80 000, je m'en rappelle pas trop. Mais... Puis là, une année plus tard, un 20 000 de moins. C'est ça, 20 à 30 000 $ de moins, mais là, on a passé et là, il y a moins de télétravail, ou il y a hybride, il faut que tu ailles au bureau, peu importe. Là. Fait que ça a quand même changé un peu la game aussi. Les gens, ils viennent moins la semaine. Ça se loue moins. Fait que là, tu loues les grosses périodes, plus la fin de semaine. Mais ça reste que pour couvrir nos frais d'exploitation, on double carrément ce que ça nous coûte. Ah ouais. Fait que c'est quand même bon. Mais bon, après, on est 5 partenaires, fait que split ça en 5, il reste pas grand chose. Là. Ouais. Mais long terme, ouais, c'est ça. J'imagine que tu dis que tu l'as acheté 250 000. D'après moi, en ce moment, c'est surtout que là, c'est un peu la folie. Ouais. Ça a diminué un peu la folie chalet locatif, mais je pense que le monde a réalisé que c'est hyper un investissement intéressant, fait que probablement qu'il vaut quasiment le double de ça, là, ou quelque chose de même. Là, ben, je te dirais que j'avais vu un reportage l'autre fois, ça disait que ça avait augmenté comme des 35%, même les prix dans le coin, là. Mais ça reste que de plus en plus, c'est très difficile à avoir ta CITQ, même dans ces villages-là, parce que là, ils commencent à mettre des règlements en place. Ouais. Puis, ça reste que ça te donne un peu comme un bien, on va dire comme un bitcoin. Là, elle a une valeur, oui. Le fait qu'il soit CITQ,
ça y confère une valeur. Exactement. Plus c'est réglementé, plus ça vaut cher. Plus ça vaut cher. Je te dirais que oui, on le vend demain matin, je pense qu'on pourrait avoir un bon montant. Là. Mais bon, pour l'instant, on loue, c'est le fun, on en profite quand on peut. Puis c'est quand même une place où aller, sortir de la ville et tout ça. Mais pour les condos, comme tu as dit, je pense aussi que c'est aussi au prix payé. Parce que, mettons, on parlait justement d'une condo qui était en vente la semaine passée au Cayman. Et au prix qui était vendu, c'était quand même très élevé, mettons, pour une 3,5. Mais c'est peut-être ça les nouveaux prix à Star. C'est peut-être ça la norme à Star, puis le prix à payer pour avoir un Airbnb. Ça reste qu'après nos calculs qu'on a fait, c'était pas rentable du tout. Là. C'était rentable si tu faisais tes ménages toi-même puis tout toi-même. Mais sinon, c'était très difficile. Mettons, si tu te délègues en gestion ou si tu fais pas tes propres ménages, oui, t'as mis une énorme mise de fonds, t'as travaillé ça 1 an, mais ce qui te reste à la fin de l'année, c'est pas beaucoup. C'est ça. T'as comme au final, pour tout le trouble, en guillemets, parce que veux pas, la location courte durée, c'est, comme on disait tantôt, c'est plus de gestion. Fait que ton rendement, au final, il est pas si bon que ça. Au prix actuel. Mais selon toi, qu'est-ce qui m'a... Parce que le condo, je pense qu'il s'est vendu. Oui, il s'est vendu en 24 heures. Qu'est-ce qui fait en sorte que quelqu'un s'est dit, moi, à ce prix-là, ça vaut la peine? Ou est-ce que c'est nous, genre, qui comprennent pas de quoi? Ou c'est quoi qui se passe selon toi? Pourquoi est-ce que le monde sont prêts à payer? Je trouve qu'on est rendu à une étape où les gens ils regardent les Plex comme les Airbnb. Puis, mettons, ils se disent, OK, avec un Airbnb, peut-être que mon premier 5 ans, il sera pas rentable. Mais au bout des 5 ans, je vais peut-être avoir une liquidité qui commence à rentrer un peu plus. Puis mettons qu'il t'évalue ça, mettons que t'en as 5 qui te génèrent 40 000 $, mais c'est quand même un bon montant que tu peux faire par année. Mettons, paye tous tes frais, puis qui te laisse, je sais pas, une balance de 25 000 $ par année parce que t'en as plusieurs. Mais c'est quand même quelque chose qui vient à côté à ton salaire si t'as un job ou si t'as un business ou peu importe. Je pense que les gens ils regardent plus ça comme soit je m'achète une Plex, soit je peux m'acheter un Airbnb, mais même si je fais pas d'argent avec. Mais ça peut être rentable. Il met sur le futur, c'est vraiment plus sur le long terme. Non, je pense que effectivement, je pense que je pense que Airbnb était moins compétitif dans les dernières années. C'était quand même facile. Aussitôt que tu avais de quoi, tu le mettais en location. Puis même au prix que ça se vendait, tu avais des rendements comme vraiment incroyables. Puis là, on dirait que nous, on recherche ces rendements-là. Mais le marché est rendu ailleurs, c'est ça. Le marché est rendu... Il y a beaucoup de monde qui ont compris ça. Puis là, le rendement il est plus bas. Ça reste un rendement intéressant, mais c'est plus comme avant. C'est plus le rendement de... Ceux qui ont acheté peut-être en 2016, 2017, 2018, 2019, je suis sûr que ça a été des belles années. Et mettons, pour les prix payés, puis les rendements que ça te faisait, les revenus que ça générait, à ce temps, je trouve que c'est de plus en plus difficile parce que bon, t'es dans un immeuble comme ici, t'as 12 étages, je sais pas combien d'unités que tout le monde en fait. T'es en fond, si t'en as 2, t'es ta propre compétition, quoi. Fait que tu vas dropper tes prix, ton voisin il est à l'aise avec descendre ses prix parce qu'il veut juste louer, peu importe. Fait que c'est de plus en plus difficile, mais je trouve que les gens ils visent plus le long terme, là, dans le sens qu'ils se disent plus, peut-être dans les prochaines 10 ans, ça va commencer à générer plus, ou je vais le vendre, ou au pire des cas, ça en fait un pied à terre au centre-ville de Québec, ou s'il habite pas là, ou si t'habites dans une autre ville, ben tu viens ici, t'as une piscine, t'as whatever. C'est ça. Mais comme je t'ai dit, au prix que moi j'ai acheté les miens, c'est sûr, moi je les ai achetés en plein COVID. C'était comme un autre risque. Le moment parfait. C'était un autre risque aussi. Ça se louait pas du tout, mais il fallait assumer. Mais les prix payés, c'était bonbon, quoi. Première année, tu rentres dans tes frais, tu fais de l'argent. Ça, c'est l'idéal, là, mais je pense que ça n'existe plus comme projet. Non, comme ça, non. Mais toi, c'est un peu comme la bourse, peu importe. T'as acheté au moment que personne voulait acheter, ou presque, il n'y avait pas beaucoup d'acheteurs. Mais t'as bien vu, t'avais confiance, t'avais déjà de l'expérience, tu savais que ça allait revenir, tu comprenais ça, fait que ça t'a permis
d'acheter à très bon prix, tu sais. Ouais, mais c'est ça. Tu sais, nous, avec l'entreprise de gestion, on en voit beaucoup des condos, on voit beaucoup des opportunités. Tu sais, on travaille là-dedans aussi à tous les jours, du dimanche au dimanche, à 12 mois par année, tout le temps. Fait que c'est sûr que moi, c'est un marché dans lequel j'y crois énormément. Et je trouve ça plate, les banques qui te financent pas, ou il y a tout le temps quelqu'un qui... Il y a des freins, là. C'est ça, il y a des freins, mais je trouve que c'est quand même un marché très, très, très intéressant, puis... Mettons, j'y crois... J'aime mieux la location à court terme que les multi-logements, personnellement, là. J'en ai du multi-logement aussi, et c'est le fun, t'habites là, puis c'est du monde qui se paye par mois, puis c'est récurrent. Mais j'ai avoir plus d'opportunités à me lancer dans un projet de location à court terme, je le ferais les yeux fermés. Là. Même si oui, ça implique plus de frais, plus de risques, mais j'aime beaucoup prendre des risques dans la vie, dans le business. Puis je trouve que j'y crois tellement à ça que le futur pour moi est là-dedans et dans d'autres types de projets, mettons, locatifs. Là, plus, comment on appelle ça, les dômes, inusites, là. Inusités, des habitats genre particuliers qu'on appelle des fois. Je trouve que ça c'est l'avenir, ça c'est ce qui s'en vient gros ici, là, ça va fonctionner à fond. Ouais. Puis non, man, je te dirais, je crois vraiment à ça, puis c'est sûr que j'ai investi aussi dans ce que je travaille, puis si je croirais pas à ça, peut-être que j'investirais pas, ou je ferais juste ça comme un job, là, mettons. Mais... Ouais. Non, c'est... Ouais. Non, clairement, je pense aussi que moi aussi j'aime ce type d'investissement-là parce que justement tu peux te démarquer. Je pense un peu cet aspect-là que tu aimes, c'est que tu peux te démarquer de ta compétition en ayant des compétences, en ayant des connaissances. Tandis que multi-logement, c'est beaucoup genre tu mets ton logement puis tu le loues, puis après il faut que tu gères bien. Mais tout ce qui est comme il y a moins de compétences à avoir, tu peux moins te démarquer de ton monde. Fait que toi, ayant une compagnie de gestion, puis ayant des connaissances, puis beaucoup d'expérience là-dedans, mais tu peux te démarquer, puis Non, c'est ça. Ok, cool. Bon, ben écoutez... merci tout le monde. Merci à tous d'avoir participé au podcast. On va continuer à faire ça de plus en plus, un épisode par semaine. Ben oui, un épisode par semaine. À toutes les semaines, on va parler de ça, puis... merci d'avoir écouté. On se voit à la prochaine. Bye.